La frontière occidentale de la Russie tremble en ces jours d'hiver, sous le poids d'une machine de guerre colossale et arrogante que l'Occident vient d'amasser sur la bande de terre séparant la Pologne de Kaliningrad des 3 États baltes. L'atmosphère est saturée d'une odeur épaisse de diesel et de poudre, alors que l'OTAN rassemble une force d'une ampleur sans précédent dans l'histoire moderne. 70 000 soldats armés jusqu'aux dents, accompagnés de milliers de tonnes d'armement de pointe, ont été déployés ici avec l'intention malveillante d'exercer une pression militaire forçant la Russie à courber. Les Chines. Des colonnes de chars de combat principaux, Léopard, 2 Allemands, Abrams américains et Challenger, 2 Britanniques, se déplacent dans un fracas assourdissant. Des milliers de chenilles tractant des engins de plusieurs dizaines de tonnes broient le bitume. Les canons dressés avec défi pointent droit vers le territoire russe. Sur les aéroports militaires de Lituanie et d'Estonie, le macadam est si encombré qu'il ne reste plus le moindre espace libre. Avec la présence de centaines de chasseurs furtifs F-35 et F-16 dont les moteurs rugissent comme les sons de l'enfer, la flotte aérienne est prête à décoller pour semer la mort. Au large de la mer Baltique, l'écume blanche fouette les flancs d'une armada imposante menée par de gigantesques porte-avions nucléaires ainsi que des dizaines de destroyers Aegis et de navires de guerre équipés de missiles. Tomahawk serrant la côte balte dans un étouffant étau d'acier. Leur objectif est clair et éhonté utiliser une puissance militaire écrasante pour intimider la Russie et la contraindre à des concessions à la table des négociations concernant la guerre en Ukraine. Ils croient que la Russie tremblera devant cette démonstration de force. Cependant, l'arrogance a aveuglé les dirigeants à Bruxelles et à Washington. Ils ignorent que chacun de leurs mouvements, le moindre de leurs plans opérationnels les plus secrets, se trouve déjà au creux de la main du renseignement russe. Les agents du GRU ont infiltré silencieusement les réseaux internes de l'OTAN, connaissant chaque coordonnée de rassemblement, l'heure exacte de l'ouverture du feu et la quantité de munitions qu'ils transportent. Il n'y a aucune surprise pour Moscou. En réponse au vacarme et à la fanfaronnade de l'ennemi, l'armée russe garde une attitude d'un calme terrifiant, sans la moindre déclaration tapageuse. Le ministère de la Défense russe a discrètement redéployé ses véritables monstres de guerre vers des positions d'embuscade méticuleusement calculées le long de la frontière. Les systèmes de missiles tactiques Iskander-M sont dressés à la verticale dans l'épaisseur des forêts. Les couvercles des silos de missiles balistiques à moyenne portée sont déverrouillés. Les systèmes de défense antiaérienne 500 Prometheus et Squadron Triumph ont activé leur radar en mode de combat maximal, balayant tout signal dans le ciel. Les divisions d'élite russes ont pris position armes, chargées le regard tourné vers la frontière, avec une détermination de fer prête à transformer l'ambition démesurée de l'OTAN en une fosse commune. Les faucons occidentaux s'enivrent encore de leur illusion de puissance. Ils ajustent les coordonnées de tir sur Kaliningrad sans se douter qu'ils sont en train de signer de leurs propres mains leur arrêt de mort. La Russie ne flanche pas, ne craint rien, elle attend en silence l'instant fatidique pour lancer son châtiment et transformer cette force prétentieuse en un tas de ferrailles calcinées sur la terre même qu'elle comptait violer. À 12h00 précise heure de Moscou, un ultimatum insolent et arrogant est envoyé directement du siège de l'OTAN à Bruxelles au Kremlin, exigeant de manière flagrante que la Russie mette fin immédiatement à son opération militaire spéciale en Ukraine et retire toutes ses troupes dans les 24 heures, sous peine de goûter à la puissance de feu destructrice de l'alliance militaire la plus puissante de la planète. C'est une provocation ouverte, le paroxysme de la folie que poursuivent ces faucons occidentaux pour menacer une superpuissance nucléaire comme la Russie. Le monde entier retient son souffle, attendant une réaction ou une tentative diplomatique souple de la part de la Russie. Mais en réponse à ce tumulte, un silence absolu et terrifiant s'abat sur l'ensemble du territoire russe. Aucune réponse sur les canaux diplomatiques. Ce silence n'est pas l'expression de la peur, comme le supposent à tort les commandants de l'OTAN, mais la concentration mortelle d'un prédateur juste avant de se jeter sur sa proie. À Kaliningrad, forteresse avancée de la Russie au cœur de l'Europe, l'atmosphère est tendue épaisse et suffocante, comme si l'on pouvait la couper au couteau. Des milliers de soldats russes sont à leur poste de combat dans des fortifications bétonnées, le doigt sur la gâchette, les yeux rivés sur les écrans radars qui balayent sans relâche. Les trappes des silos du système de missiles balistiques tactiques Iskander-M et du système de missiles côtiers Bastion P s'ouvrent lentement, pointant leurs canons droits vers les villes et les bases militaires ennemies de l'autre côté de la frontière. Les systèmes de défense anti-aérienne 500 Prometheus et Squadron Triumph sont chargés à bloc, prêts à cracher le feu
sur tout objet volant violant le ciel de la patrie. Dans les centres de commandement enfouis profondément sous terre, les généraux russes surveillent calmement les horloges comptant chaque seconde qui s'écoule avec une froideur implacable. Voyant le calme inhabituel de la Russie, les commandants de l'OTAN de l'autre côté de la frontière en déduisent que Moscou tremble devant leur puissance écrasante. Ils redoublent d'autosatisfaction et pressant les unités d'artillerie et de missiles de chargée, prêtes à faire feu dès l'expiration du délai. Ils ne savent pas qu'ils se tiennent devant les portes de la mort et que le silence de l'ours russe est l'arrêt de mort de l'outrecuidance occidentale. Le temps de l'ultimatum s'égrène et les doigts des soldats de l'OTAN se posent sur les boutons de mise à feu. Mais de l'autre côté de la ligne de front, des dizaines de milliers de canons et de missiles russes ont également déverrouillé leur sécurité, prêts à déchaîner l'enfer et à transformer la Baltique en une mer de feu au premier geste agressif de l'ennemi. À l'instant précis où expire l'ultimatum, les commandants de l'OTAN à Bruxelles, dans leur arrogance, ordonnent l'ouverture du feu dans l'espoir d'effacer Kaliningrad de la carte du monde par une frappe préventive foudroyante, lancée depuis les forêts denses de la frontière polono-lituanienne jusqu'aux eaux froides de la Baltique. Une série de trappes de silos et de lanceurs mobiles de l'OTAN s'ouvre simultanément pour déverser sur la Russie une pluie de feu jamais vue dans l'histoire de la guerre humaine. Le ciel de la frontière occidentale de la Russie est instantanément déchiré par des centaines de traînées de fumée blanche s'entrecroisant alors que des centaines de missiles de croisière Tomahawk tirés depuis les destroyers Aegis américains, des missiles furtifs Storm Shadow britanniques, ainsi que des missiles balistiques tactiques ATA-SCMS rugissent à une vitesse effarante faisant trembler la terre et la mer. Ils croient qu'avec ce nombre écrasant et cette technologie furtive moderne, le système de défense russe sera saturé et s'effondrera en un instant. Kaliningrad sombrera dans un océan de feu et de destruction. Ces missiles coûteux porteurs de la malveillance occidentale filent à toute allure vers des cibles stratégiques telles que le quartier général de la flotte de la Baltique, l'aéroport militaire de Chkalovsk et les entrepôts les plus vitaux. Cependant, la confiance aveugle de l'OTAN se heurte au mur d'acier le plus solide de la planète que l'armée russe a érigé avec minutie. Dès que les premiers missiles de l'OTAN quittent leurs lanceurs, les radars d'alerte précoces, Voronezh DM et Nebo de la Russie, capables de balayer à des milliers de kilomètres, captent tous les signaux et toutes les trajectoires de vol. Au centre de commandement de la défense aérienne de Kaliningrad, il n'y a ni panique ni peur, seulement une concentration extrême et des ordres cinglants donnés avec froideur et fermeté. Les systèmes de défense antiaérienne à haute altitude 500 Prometheus et Squadrons Triumph passent immédiatement en état de combat maximal. Les radars de conduite de tir verrouillent des centaines de cibles simultanément et calculent la solution d'interception optimale en une fraction de milliseconde. Le sol de Kaliningrad tremble violemment alors que des centaines de lanceurs de missiles antiaériens font feu à l'unisson, créant une scène grandiose et terrifiante. Les missiles intercepteurs 48N6DM et 70-6N hypersoniques fendent l'air, s'élançant à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son, formant des javelots de feu incandescents fonçant droit sur les centaines. 2. Missiles ennemis. Le ciel de la frontière et de la mer Baltique se transforme soudain en un champ de bataille flamboyant alors que deux torrents de feu titanesques se percutent. Des explosions assourdissantes retentissent sans interruption, déchirant l'espace et ébranlant même les bâtiments les plus solides. Avec une précision absolue, les missiles russes percutent les Tomahawk et Storm Shadow de l'OTAN, les faisant détonner en plein vol, créant des boules de feu géantes qui illuminent une vaste partie du ciel. Une série d'explosions en chaîne se succèdent, transformant la voûte céleste en une mer de flammes tourbillonnantes. Les missiles furtifs les plus modernes, dont l'OTAN se vantait qu'ils étaient indétectables, deviennent des amas de ferraille calcinés, tombant en lambeaux sur la terre et la mer. Les débris de centaines de missiles en feu s'abattent comme une pluie de météorites catastrophiques sur les forêts et les eaux dégagées de la frontière, provoquant de grands incendies et d'épaisses colonnes de fumée noire, s'élevant dans les airs. Les systèmes de défense antiaérienne à moyenne et courte, portés comme le Buk M3 et le Pantsir Sun, rejoignent ce festin de puissance de feu, créant un filet de feu dense à basse altitude, anéantissant les derniers missiles ayant eu la chance de passer la première ligne de défense. Les canons de 30 mm et les missiles à courte portée du Pantsir fonctionnent à plein régime, crachant le feu en continu sur leurs cibles, formant un mur balistique impénétrable, déchiquetant tout objet osant s'approcher des sites vitaux.
La scène dans le ciel est alors véritablement terrifiante et stupéfiante avec des milliers d'explosions simultanées. La pression des explosions aériennes est telle qu'elle brise les vitres des bâtiments situés à des dizaines de kilomètres et génère des ondes de choc balayant le sol, abattant les arbres. Dans les centres de commandement de l'OTAN en Pologne et sur les navires au large, la confiance initiale a rapidement laissé place à la stupeur et à une peur extrême. Les généraux occidentaux sont pétrifiés en voyant sur leurs écrans radars une myriade de points rouges représentant leurs missiles disparaître les uns après les autres de manière rapide et pathétique. Ils n'en croient pas à leurs yeux, la frappe préventive destructrice qu'ils avaient préparée de toute leur force est brisée avec une facilité cruelle. Des milliards de dollars des contribuables occidentaux ont été réduits en cendres dans le ciel de la frontière russe. En moins d'une heure, le système de défense russe a prouvé sa supériorité et son invulnérabilité, interceptant avec succès 99% des projectiles. Le volume de l'attaque rend les efforts de l'OTAN futiles et ridicules. Les missiles ATA-CMS lancés depuis les systèmes HIMARS subissent le même sort tragique abattu par les batteries Squatre sans triomphe dès qu'ils atteignent l'apogée de leur trajectoire transformée en blocs de métal inutiles, tombant en chute libre. L'atmosphère dans les quartiers généraux de l'OTAN devient chaotique et désespérée. Des cris et des jurons résonnent partout alors qu'ils réalisent avoir sous-estimé l'Ors russe et surestimé leurs jouets technologiques coûteux mais inefficaces. Pendant ce temps, à Kaliningrad, l'armée russe garde un moral d'acier, observant calmement le feu d'artifice mortel dans le ciel avec une confiance absolue en sa capacité à protéger la patrie. Les opérateurs radars continuent de suivre leurs cibles avec persévérance, les yeux rivés sur les écrans, les mains manipulant avec dextérité les commandes pour guider les missiles vers l'ennemi. Bien que le ciel soit en feu et que les explosions ébranlent la terre et les cieux, aucun missile de l'OTAN n'a touché de cible stratégique majeure. La mer Baltique, où la flotte de l'OTAN est déployée, est également témoin d'une scène d'horreur. Les missiles tirés depuis les navires sont interceptés et explosent juste au-dessus de leur tête, créant des pluies de débris s'abattant sur les ponts, provoquant de petits incendies et la panique parmi les équipages. Le ciel frontalier est désormais obscurci par une fumée noire et une odeur âcre de poudre. De petits nuages en forme de champignons issus des explosions de missiles flottent dans les airs comme des fantômes de la mort, présageant la fin tragique qui attend les envahisseurs. Le duel de missiles se poursuit avec une intensité croissante alors que l'OTAN, dans un élan de désespoir, continue de lancer de nouvelles vagues de missiles pour trouver une brèche dans le bouclier antiaérien russe. Mais tout est vain face au mur de feu dense et précis au mètre près de l'armée russe. Les débris de missiles tombant au sol créent des cratères béants, la végétation alentour est calcinée par la chaleur, la terre est labourée et dévastée. Un paysage de désolation et de mort recouvre la zone frontalière, mais c'est la destruction des armes ennemies, et non l'effondrement de la Russie. La Russie se tient toujours fière au milieu de la tempête de feu, prête pour les contre-attaques foudroyantes qui enseigneront à l'ennemi une leçon inoubliable sur le prix à payer pour avoir osé toucher au territoire sacré de la Doua. Patrie. Bien que le système de défense antiaérienne russe ait accompli un miracle en interceptant 99% des missiles, la densité de feu suffocante déversée par l'OTAN fait que la probabilité de la mort demeure présente. Dans le chaos d'un ciel en feu et de milliers de débris en chute libre, 2 missiles de croisière furtifs à longue portée, JSS Meher américains ont eu la chance de se glisser à travers une étroite fissure du filet antiaérien. Multicouche. Ces 2 monstres bourrés d'explosifs plongent à une vitesse subsonique, se faufilant entre les bâtiments et le terrain complexe de Kaliningrad pour atteindre leur cible finale. Le premier missile, guidé avec précision par les satellites militaires américains, s'écrase contre le plus grand réservoir de pétrole stratégique de la flotte de la Baltique, situé au fond du port militaire. Une explosion terrible retentit, déchirant l'épaisse coque en acier du réservoir et enflammant instantanément des millions de litres de carburant pour réacteurs et de diesel. Une colonne de feu titanesque rouge-orangé s'élève vers le ciel à des centaines de mètres de haut, noircissant une vaste zone de fumée épaisse. La chaleur infernale dégagée par l'explosion fait fondre tout ce qui se trouve à proximité, transformant les camions militaires et les grues voisines en amas de ferraille tordues et liquéfiées. Mais la véritable tragédie survient lorsque le second missile s'abat sur sa cible, le dépôt de munitions central, où sont stockés des milliers de tonnes d'explosifs, d'obus d'artillerie et de têtes de missiles de réserve. L'impact déclenche une série d'explosions secondaires, d'une horreur jamais vue, un spectacle que les soldats russes témoins de la scène n'oublieront jamais de leur vie. Le sol de Kaliningrad tremble violemment comme s'il subissait un séisme de magnitude 12.
Des fissures s'ouvrent sur le bitume et les bâtiments les plus solides tremblent jusqu'aux fondations avant de s'effondrer. Des halos de feu géants jaillissent de l'explosion plus éblouissant que le soleil. D'immenses nuages gris en forme de champignons s'élèvent ressemblant à s'y méprendre à une bombe atomique tactique qui viendrait d'être activée. L'onde choc de l'explosion balaie tout le terrain avec une puissance destructrice, soufflant les toits, brisant toutes les vitres dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres et projetant des véhicules blindés de plusieurs dizaines de tonnes roulés sur le sol comme des jouets. Le bruit de l'explosion gronde comme le tonnerre de l'apocalypse, se propageant à travers la mer Baltique, faisant frissonner d'effroi les soldats de l'OTAN sur les navires au large face à la puissance destructrice qu'ils viennent eux-mêmes de provoquer. L'image des flammes s'élevant à Kaliningrad et de cette colonne de fumée noire en champignons est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, l'instant fatidique qui change complètement la physionomie de cette guerre. Au Centre national de gestion de la défense, à Moscou, le calme froid du début a disparu pour laisser place à une fureur absolue qui envahit l'ensemble de l'état-major général. La Russie a été blessée, le territoire sacré de la patrie a été ravagé par les armes occidentales. Il n'y a plus de retenue, plus de notion de défense ou de légitime défense. Désormais, dans les yeux des généraux russes, il ne reste qu'un seul mot, anéantissement. Le président russe, le regard flamboyant, frappe du poing sur la table, ordonnant la fin de toutes les règles d'engagement conventionnelles et le passage à un état de guerre total pour effacer complètement l'ennemi. L'ordre le plus froid et le plus cruel de l'histoire est donné anéantir toutes les forces de l'OTAN à la frontière, couler leur flotte en Baltique et raser toutes les bases militaires utilisées pour attaquer la Russie. Instantanément, la colossale machine de guerre de l'ours russe s'éveille avec une puissance destructrice effrayante. Dans les forêts profondes de la frontière, les filets de camouflage sont arrachés, révélant les couvercles des silos de missiles tactiques Iskander-M et de missiles hypersoniques Zircon, qui s'ouvrent lentement, dressant leurs tubes, de lancement vers le ciel comme les doigts de la mort, pointant droit vers la formation ennemie. Dans les profondeurs sombres et froides de la mer, les sous-marins d'attaque de classe Kilo et Yasen-M reçoivent le signal de tir. Les lumières rouges s'allument dans les compartiments de commande, les tubes lance-torpilles et les silos de missiles calibrés s'ouvrent, annonçant que l'heure de la mort de la flotte de l'OTAN a sonné. Sur les aéroports militaires, des centaines de pilotes de chasse et de bombardiers stratégiques s'élancent sur les pistes. Le bruit des réacteurs déchire l'espace prêt à décoller pour déverser un orage de bombes et de balles sur la tête des belligérants. Les opérateurs des systèmes de guerre électroniques Krasukha-4 et Murmansk-BN poussent les boutons de puissance au maximum, prêts à lancer une attaque pour aveugler et assourdir totalement le système de commandement adverse. La Russie ne se contente plus de contre-attaquer, elle se lance dans un massacre pour venger la blessure que l'OTAN vient d'infliger. L'atmosphère pue la poudre, le monde entier retient son souffle en réalisant que le monstre militaire le plus effrayant de la planète s'est véritablement mis en colère, et que le prix que l'Occident devra payer pour son arrogance sera une destruction totale et catastrophique. Sans précédent, la mer Baltique, déjà bouillonnante des débris de missiles retombés, se transforme maintenant en un véritable chaudron d'huile bouillante, alors que la flotte de la Baltique russe brise ses chaînes pour se lancer dans la chasse la plus cruelle du siècle, visant à broyer l'orgueil des forces navales de l'OTAN. Dans les profondeurs noires et glaciales de l'océan de véritables monstres marins, les sous-marins Kilo 636, surnommés trous noirs de l'océan, ainsi que les sous-marins nucléaires d'attaque de classe Yasen-M ultra-modernes, se sont approchés de la formation de l'OTAN depuis longtemps, sans que les sonars sophistiqués de l'Occident totalement sourds ne s'en aperçoivent. Dès que l'ordre de destruction arrive de Moscou, une série de tubes lance-torpilles et de silos à missiles sur le dos de ces orques d'acier s'ouvrent simultanément pour libérer une fureur contenue depuis trop longtemps, visant directement le flanc de l'ennemi. Des torpilles lourdes foncent dans l'eau à une vitesse effarante, déchirant les courants marins droit vers les flancs des destroyers Aegis et des frégates lance-missiles de l'OTAN. Au même moment, des centaines de missiles de croisière calibrés jaillissent de la surface de l'eau volant au ras des vagues avec une trajectoire sinueuse et imprévisible, fonçant droit sur les superstructures de la flotte ennemie. Les marins de l'OTAN sur ces navires de guerre moderne tombent soudain dans une panique extrême alors que les systèmes d'alerte précoce hurlent sans discontinuer, signalant la mort arrivant de toutes parts. Mais ils sont totalement impuissants, incapables de localiser où se cache l'adversaire. Sous l'eau profonde, des explosions sourdes résonnent successivement, déchirant la paix de l'océan,
alors que les torpilles russes percutent les coques des destroyers, éventrant l'acier épais et créant des brèches béantes par en lesquelles l'eau de mer s'engouffre de manière irrésistible. Des navires de guerre valant des milliards de dollars américains et britanniques sont brisés en deux en pleine mer, la proue et la poupe se dressant vers le ciel comme des pierres tombales géantes avant de sombrer dans les abysses, entraînant avec eux des milliers de marins hurlant de désespoir. À la surface, les missiles calibrés arrivent comme des lames de rasoir, tranchant les tours radars, détruisant les passerelles de commandement et faisant exploser les soutes à munitions des frégates, les transformant en torches vivantes, dérivant, sans but, au milieu d'un courant rouge, sang et de nappes de pétrole. La flotte de l'OTAN jadis imposante et arrogante est maintenant dispersée comme des poussins face à un aigle. La formation tactique est totalement déchiquetée, c'est le sauve qui peut dans le chaos et une terreur absolue. Mais le véritable cauchemar de l'Occident ne fait que commencer alors que l'atout maître de la marine russe apparaît pour porter l'estocade, symbolisant l'effondrement de tout un empire militaire. Au loin, à l'horizon, une frégate de classe amiral Gorchkov ouvre le feu calmement avec l'arme ultime qui fait trembler le Pentagone, le missile hypersonique Zircon. Le missile quitte son lanceur dans une colonne de feu aveuglante, puis accélère immédiatement à Mach 9, se transformant en une traînée de plasma incandescente, déchirant l'atmosphère filant si vite que les radars de l'OTAN n'ont le temps d'afficher qu'une vague interférence, avant qu'ils ne disparaissent complètement. Sa cible est la fierté exclusive de la marine américaine, le gigantesque porte-avions nucléaire de classe Gerald R. Ford, situé au centre de la formation protégée par des dizaines de couches défensives superposées. Les systèmes de défense Phalanx et les missiles intercepteurs du porte-avions tournoient en vain, tentant de verrouiller une cible volant 9 fois plus vite que le son, mais tout devient futile et ridicule face à la supériorité technologique russe. Le missile Zircon, avec une énergie cinétique terrifiante tel un météore tombant de la stratosphère, percute le centre du pont du porte-avions, transperçant des dizaines de couches d'acier renforcées pour exploser directement au FEL, au niveau du réacteur nucléaire et de la soute à bombe dans la cale. Une explosion cataclysmique retentit ébranlant toute la région de la mer Baltique, créant une colonne d'eau et de feu géante s'élevant à des kilomètres de hauteur, obscurcissant le ciel et éclipsant tout alentour. Le monstre géant de plus de 300 mètres pesant 100 000 tonnes est soulevé hors de l'eau, puis se brise en deux instantanément sous une pression destructrice inimaginable. La scène est si tragique et horrible que les marins des autres navires restent pétrifiés de peur en voyant le symbole de la puissance éternelle de l'OTAN être brisé comme un jouet bon marché. Des dizaines de chasseurs F-35 et F-18 stationnés sur le pont sont projetés à la mer ou explosent dans les flammes du carburant aviation, formant des boules de feu roulant sur le pont incliné. Des milliers de marins et de pilotes d'élite de l'OTAN sont consumés par les flammes de l'enfer en un instant, ou engloutis par les tourbillons d'eau géants, alors que le navire se brise et coule vers les abysses, emportant avec lui l'ambition hégémonique de l'Occident dans la tombe. La mer Baltique se transforme désormais en un véritable enfer sur Terre, avec une mer de feu et de pétrole brûlant, sur une vaste étendue, une fumée noire tourbillonnante, masquant le soleil, transformant le jour en nuit. Les débris du porte-avions et des destroyers flottent partout s'entrechoquant dans le bruit macabre du métal se tordant à l'agonie. Il n'y a plus aucune résistance de la part de l'OTAN, seulement une fuite humiliante et une destruction totale, alors que les navires restants tentent de s'éloigner avec des blessures mortelles. La flotte de la Baltique russe a prouvé au monde entier qui est le véritable maître de ses eaux, transformant la fierté de l'Occident en une gigantesque décharge de ferraille gisant froidement au fond de l'océan. L'effondrement du porte-avions nucléaire n'est pas seulement une défaite militaire, c'est un coup fatal qui brise la volonté de combat de toute l'Alliance Atlantique, annonçant de manière irréversible le crépuscule de l'arrogance et de l'hégémonie occidentale. Alors que la mer Baltique bouillonne encore de la chaleur des navires nucléaires qui viennent de couler le ciel au-dessus, commence lui aussi à se transformer en un véritable enfer-théâtre du massacre technologique le plus cruel de l'histoire de l'aviation militaire. L'armée russe, après avoir écrasé la flotte, ennemie active immédiatement son arme secrète la plus redoutable pour verrouiller totalement l'espace, les systèmes de guerre électronique Krasukha 4 et Murmansk BN. Ces stations émettrices géantes positionnées stratégiquement à Kaliningrad émettent simultanément des impulsions électromagnétiques extrêmement puissantes, balayant toutes les fréquences de communication et de positionnement de l'OTAN sur l'ensemble du ciel balte.
Un mur de brouillage invisible, mais solide comme l'acier, est érigé coupant totalement toute connexion entre les escadrilles occidentales, leurs systèmes de commandement et les satellites GPS. Des centaines de pilotes de l'OTAN assis dans les cockpits modernes de leurs chasseurs furtifs, F-35 et F-16 voient soudain tous leurs écrans radars et tableaux de bord numériques s'éteindre ou clignoter, et frénétiquement avec des lignes de code d'erreur rouge sang, signalant l'effondrement du système. Tout signal de connexion avec les avions de commandement et d'alerte avancée, AWACS disparaît complètement, ne laissant que le grésillement fantomatique d'un isolement absolu, rendant l'espace du cockpit plus étouffant, effrayant que jamais. Ils paniquent totalement en réalisant qu'ils sont devenus aveugles et sourds au milieu d'un champ de bataille féroce, ne sachant plus où est la base, où sont les alliés et où est l'ennemi. La dépendance excessive et aveugle à la haute technologie est devenue le talon d'Achille fatal de l'aviation occidentale alors que le système de guidage GPS est totalement neutralisé, faisant voler des centaines d'avions, parmi les plus modernes au monde, de manière erratique, comme des mouches sans tête dans un brouillard électronique. Dans la panique et la désorientation des chasseurs F-35, valant des centaines de millions de dollars, se percutent en plein vol, créant des boules de feu géantes qui tombent dans la mer ou s'écrasent à la surface de l'eau. Noirs, les pilotes ne parvenant plus à déterminer leur altitude. Les F-16 tentent de voler bas pour s'échapper, mais heurtent les orages de feu de la défense antiaérienne au sol ou s'écrasent contre les débris des navires de guerre, brûlant violemment en dessous. La scène dans le ciel est alors véritablement chaotique et tragique, la fierté de l'aviation de l'OTAN s'autodétruit sans même qu'un seul coup de feu russe ne soit nécessaire. Mais le véritable cauchemar de l'Occident ne s'arrête pas là car les véritables faucheurs du ciel commencent à apparaître pour nettoyer les restes d'une armée à l'agonie. Depuis les aéroports militaires situés profondément à l'intérieur de la Russie, des escadrilles de chasseurs furtifs de 5e génération Su-57 et de chasseurs polyvalents super manœuvrables Su-35S décollent dans un rugissement s'élançant vers le ciel comme de puissants aigles d'acier en chasse. Avec le soutien des radars au sol russe qui ne sont pas affectés par leur propre système de guerre électronique, les pilotes russes voient facilement toute la formation ennemie dispersée comme des poussins perdus. Les Su-57 glissent dans les nuages à vitesse supersonique, approchant l'ennemi de manière silencieuse et mortelle avant de porter le coup de grâce avec des missiles RR à longue portée R-37M. Ces missiles intelligents filent à une vitesse inimaginable, trouvant leur cible et déchiquetant les F-35 encore hébétés, cherchant leur chemin dans une impuissance totale. Les Su-35S, avec leur manœuvrabilité supérieure, plongent dans la mêlée ennemie, effectuant des piquets et des virages serrés, défiant toutes les lois de la physique pour occuper les positions d'attaque les plus favorables. Les pilotes russes, avec leur habileté et leur esprit combatif d'acier, transforment le ciel balte en une scène de démonstration de la puissance absolue de l'aviation russe. Ils abattent froidement et précisément chaque avion de l'OTAN comme s'ils participaient à un tir au pigeon. Les F-6 et Eurofighter Typhoon européens tentent de riposter faiblement par des salves de canon désespérées, mais sont immédiatement écrasés par la puissance de feu russe. Le ciel s'illumine de centaines d'explosions, des débris d'avions en feu tombent successivement dans la mer, créant une pluie de métal en fusion terrifiante. Aucun avion de l'OTAN n'a la moindre chance d'échapper au filet céleste que la Russie a tendu. Une fois que les chasseurs russes ont totalement maîtrisé le ciel et balayé toute menace aérienne ennemie, c'est au tour des géants bombardiers stratégiques d'apparaître pour infliger le châtiment final aux vestiges de la flotte, de l'OTAN flottant à la dérive. Venant de l'Est, les bombardiers stratégiques Tuvin 2 ou 3 avec leur envergure colossale arrivent majestueusement tels des nuages noirs porteurs de mort. Leur soute à bombes s'ouvre déversant des milliers de tonnes de bombes conventionnelles et guidées sur la surface de la mer où les navires de l'OTAN brûlent et où les marins survivants se débattent dans le désespoir. Le tapis de bombes est d'une cruauté et d'une horreur apocalyptique alors que la mer est labourée par des milliers de colonnes d'eau s'élevant à des centaines de mètres mêlées de sang et de corps. Les navires encore à flot sont brisés en miettes et coulent immédiatement, ne laissant aucune trace. La pression des explosions écrase la poitrine de ceux qui nagent, transformant la Baltique en une fosse commune géante, enterrant l'ambition démesurée de l'Occident. L'aviation russe a accompli sa mission avec brio, transformant le ciel et la mer en une zone totalement interdite à l'ennemi, affirmant une hégémonie incontestable. Les Su-57 et Tuvin 2 et 3 effectuent un tour d'honneur dans le ciel embrasé avant de retourner à leur base, laissant derrière eux un champ de ruines et de morts, preuve de la puissance destructrice imparable de l'Ors. Russes,
lorsqu'il est provoqué. La défaite totale dans les airs et sur mer de l'OTAN est une gifle retentissante au visage des faucons de Washington et de Bruxelles, les obligeant à faire face à la réalité brutale du rapport de force militaire actuel, tandis que la mer Baltique sombre, peu à peu, dans le silence mortel d'un immense tombeau aquatique sur la terre ferme, à la frontière entre Kaliningrad et la Pologne, le véritable cauchemar commence seulement à s'abattre sur les 70 000 soldats de l'OTAN recroquevillés dans une confusion extrême. Cette force terrestre colossale comprenant les divisions les plus élites des États-Unis, de l'Allemagne et de la Pologne, avec des milliers de chars et d'artillerie automotrice moderne, initialement déployés pour menacer la Russie, est devenue du bétail sur l'étal du boucher, attendant que le couperet tombe. Après que les systèmes de guerre électroniques russes ont totalement aveuglé les radars d'alerte et coupé toute communication de commandement, les soldats de l'OTAN, de l'autre côté de la frontière, se retrouvent soudain seuls et désespérés dans une nuit d'encre, ignorant ce qui se passe au large et ne sachant pas que la mort se tient juste derrière eux. À l'heure âge fatidique depuis les forêts denses au cœur de Kaliningrad et de l'autre côté de la frontière biélorusse, la terre se met à trembler violemment comme si la croûte terrestre se fissurait sous la puissance d'un feu divin. Des centaines de lanceurs de missiles tactiques Iskander-M dressent simultanément leurs canons vers le ciel et font feu, créant des colonnes de flammes géantes, déchirant la nuit, illuminant une vaste zone frontalière comme en plein jour. Les missiles balistiques Iskander, portant des ogives à sous-munitions et des têtes perforantes lourdes, filent avec une trajectoire quasi-balistique imprévisible, rendant toute tentative d'interception futile et risible. Au même moment, des milliers de lance-roquettes multiples Tornado-S et Uragan de l'artillerie russe rejoignent cette symphonie de la destruction, déversant sur la tête de l'ennemi une pluie d'acier chauffée au rouge, avec une densité telle qu'aucune fourmi ne pourrait survivre. La cible première et la plus importante de ce raid de feu est constituée des batteries de défense anti-aérienne Patriot Iris-T et NASAMS que l'OTAN a laborieusement disposées pour protéger ses formations. Ces systèmes de défense occidentaux, parmi les plus coûteux et modernes, n'ont même pas le temps d'activer leur radar de tir qu'ils sont frappés par des missiles Iskander-M d'une précision absolue pulvérisant poste de commandement et les lanceurs les transformant en amas de ferraille tordus et calcinés. L'effondrement du parapluie anti-aérien signifie que les 70 000 soldats de l'OTAN sont désormais totalement à découvert face à l'orage de feu qui s'abat du ciel. Vient ensuite la destruction cruelle visant les zones de rassemblement des chars et blindés où des centaines de chars de combat principaux, Léopard 2 et Abrams-Mon, sont stationnés les uns contre les autres comme des coléoptères en hibernation. Les ogives à sous-munitions des missiles russes explosent en l'air, dispersant des millions de petites bombes incendiaires couvrant toute la zone de stationnement. Ces chars au blindage épais, fierté de l'industrie de défense occidentale, se transforment soudain en cercueils d'acier en fusion lorsque le carburant et les munitions à l'intérieur sont mis à feu, créant une chaîne d'explosions terrifiantes projetant des tourelles de plusieurs tonnes haut dans le ciel. La scène ressemble à un enfer ardent engloutissant toute matière, transformant des machines à tuer modernes en tas de ferrailles inutiles, gisant au milieu des flammes. Dans les campements de campagne et les zones de concentration des troupes, des dizaines de milliers de soldats de l'OTAN endormis ou paniqués par la perte de contact sont soudain réveillés par le hurlement de la mort juste au-dessus de leur tête. Les roquettes thermobariques tombent, créant des zones de pression extrême, aspirant tout l'oxygène et calcinant les poumons de tout être vivant dans la zone d'impact. Il n'y a nulle part où fuir, aucun abri assez solide pour protéger contre la puissance destructrice de la force de frappe russe. Les centres de commandement de campagne où se concentrent les généraux et officiers d'état-major de l'OTAN sont frappés par des missiles guidés intelligents avec une précision métrique ensevelissant tout le cerveau de l'armée d'invasion sous des tonnes de béton et gravats. Les dépôts de munitions et les immenses réservoirs de carburant touchés explosent, créant des boules de feu en forme de champignons, s'élevant à des centaines de mètres, teignant le ciel nocturne en rouge et générant des ondes de choc, balayant tout au sol dans un rayon de plusieurs kilomètres. Toute une vaste zone frontalière de plusieurs centaines de kilomètres se transforme soudain en un four crématoire géant où l'acier et la chair se fondent dans un chaos brûlé et âcre. Il n'y a plus de tir de riposte, plus aucune résistance de l'OTAN, seulement le grondement des munitions qui explosent et les hurlements de désespoir de ceux qui sont brûlés vifs dans la mer de feu. Les 70 000 soldats d'élite armés jusqu'aux dents avec l'intention de menacer la Russie
ont été totalement rayés de la carte militaire mondiale sans avoir eu le temps de tirer une seule balle vers l'adversaire. La Terre est labourée, criblée de cratères de bombes profonds. Comme la surface de la Lune, les arbres sont calcinés, noirs et nus. Ce qui reste de cette armée puissante n'est que tas de cendres et carcasses de chars brûlés éparpillés partout comme des vestiges douloureux de l'arrogance et de la folie de l'Occident. L'armée russe a exécuté un châtiment parfait et des plus cruels, transformant la zone frontalière en une terre morte pour l'éternité, enterrant les ambitions de l'ennemi sous la poussière de la guerre. La destruction a été si rapide et totale que les satellites d'observation occidentaux, en regardant vers le bas, ne voient plus qu'une longue cicatrice noire calcinée sur le sol, là où stationnait autrefois l'une des forces militaires les plus puissantes d'Europe. La Russie n'a pas seulement vaincu l'ennemi. Militairement, elle a broyé la volonté et l'esprit de toute une alliance militaire, les forçant à faire face à la réalité brutale de la puissance inarrêtable de l'ours russe, lorsqu'il est acculé. La pluie d'acier sur la terre ferme a cessé, mais l'écho de la destruction et la terreur qu'elle a laissée hanteront l'esprit des survivants et des dirigeants occidentaux pendant des décennies comme un avertissement, cinglant sur le prix à payer pour avoir osé provoquer une puissance militaire de premier rang mondial.